La vie nous a donné 2 yeux pour voir le monde, mais on n'en utilise qu'un. En plus, on s'en sert aveuglement, sans remettre en cause ce que l'on voit, comme si c'était la stricte réalité, et que tout le monde voyait la même scène. Même certains aveugles ont parfois une vision plus large que nous. Il faut alors revoir l'immensité d'un paysage, le ressentir à travers soi, et surtout, changer de point de vue, utiliser ses 2 yeux. Ah tiens, ça tombe bien. J'étais justement en train de me dire que j'avais envie d'expliquer, tout le symbolisme de mon œuvre, Diamond City of a Landscape. Donc, puisque tu es là, autant commencer tout de suite. Alors, avant de tout expliquer, il faut d'abord que tu aies une image de ce que je vais présenter. C'est important. Parce que si on parle d'une œuvre sans que tu l'aies vue ou que tu saches à quoi ressemble, ça n'a pas d'intérêt. Donc, la voici. J'ai construit à partir de 4 dessins différents. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et ces 4 dessins, qui ont chacun un symbolisme différent, je les ai reliés entre eux pour transmettre un message. Et on va d'abord, pour analyser l'animation entière, il faut d'abord analyser les 2 mots-clés qui constituent l'œuvre, c'est-à-dire l'immensité et le paysage. Enfin, d'abord le paysage et après l'immensité. Et après, on va faire le lien de l'animation, de toutes les étapes de l'animation et ce qu'ils représentent. Et puis à la fin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire en numérique et non pas en papier, l'œuvre d'un sujet d'art plastique d'école. Donc, on va commencer par le premier mot-clé de la consigne, qui consistait à faire un projet qui rendait compte de l'immensité de l'étendue d'un paysage. Dans cette consigne, on a l'immensité, étendue, mais c'est à peu près un synonyme de l'immensité, et paysage. Donc à partir de ces 2 mots-clés, on va commencer par le premier d'abord. Le paysage. Si tu observes bien les 2 dessins, ils montrent un même endroit. Enfin, un même endroit. Et pourtant, quand tu as vu l'animation, tu as certainement cru que c'était 2 lieux totalement différents. Eh bien, ça s'explique par 3 idées différentes. On va d'abord voir que le paysage n'est pas le même selon celui que l'on regarde. Ensuite, que le paysage est un véritable terrain d'imagination. Et à la fin, on va faire regrouper à peu près les 2 idées, ces 2 idées, pour montrer que le paysage, en fin de compte, est à l'image de soi. Donc, pour détailler plus précisément que le paysage n'est pas le même selon celui qui regarde, j'ai décidé de vous donner, de partager une citation de Wembo Joralela, désolé pour la prononciation, qui dit « Nous vivons tous sur la même terre. Et pourtant, il semble clairement que nous ne sommes pas tous sur un même monde. » Donc, je rappelle que l'idée qu'on est en train de détailler, c'est que le paysage n'est pas le même selon celui qui le regarde. Donc, on peut être tous mis à un même point, regarder un même paysage, au même moment. Je suis quasiment sûre que tout le monde le décrira différemment. Et pourquoi? Pour ressortir cette idée, dans les 2 dessins, je l'ai représenté, c'est-à-dire ici. Le paysage n'est pas le même selon celui qui le regarde. Tu regardes ces 2 dessins, il y a des éléments de base. Toutes les personnes qui ont regardé le même paysage au même moment ne vont pas décrire totalement autre chose de ce qui est. Par exemple, si c'est la mer, ils ne vont pas décrire un champ de blé. Ça paraît logique. Eh bien, sur le dessin, ça ressort. On va retrouver les mêmes éléments. Il y a un pont, une arche en pierre, des sortes de collines au fond, et un sort de lac et le ciel. Donc, ces éléments principaux sont pareils, sauf qu'ils sont plus ou moins modifiés. Et ils sont plus ou moins modifiés selon la manière dont on voit le paysage. Donc, on reprend le paysage, on est en face, on le regarde, et ces éléments qu'on voit, on va accorder plus ou moins d'attention dessus, donc, et plus ou moins d'attention et d'importance, et donc on va les détailler plus ou moins. Et
Pour exemple, ici, on regarde le paysage. Là, les poutres, ils vont être bien construites avec logique. Alors que là, c'est plutôt des sortes d'ovales qui tiennent vraiment, enfin, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Et le pont de mon petit frère, de ce dessin, il va avoir une inclinaison, ce qui montre qu'il a fait attention à comment était incliné le pont, s'il descendait, s'il montait un petit peu. Alors que le mien de paysage, pardon, il est tout droit. Il y a le même pont, c'est l'élément de base, mais il est plus ou moins détaillé et c'est ce qui le rend différent. Donc quand on va regarder finalement un paysage, toutes les personnes qui vont le voir, parce qu'ils accordent des points d'intention, enfin de l'attention à d'autres éléments, ils négligent d'autres, il va avoir... Enfin, le paysage va se retrouver finalement totalement transformé d'une personne à une autre. En reprenant le pont, là, il a fait ça avec plus de détails, sauf qu'il n'a pas accordé de détails à toutes les plantes ou les arbres qu'il y avait ici. Donc, il a effacé d'autres détails qu'il y a chez moi, mais il en a rajouté d'autres sur un seul élément. En conclusion, le paysage n'est pas le même selon celui qui le regarde. Après, la deuxième idée par rapport au mot-clé le paysage, c'est le paysage n'est qu'un terrain d'imagination. Enfin, là, on va aller un peu plus loin, un peu dans la psychologie. Parce que quand on regarde un paysage, imaginez-vous, encore, on est face au paysage, on le regarde. Est-ce qu'on regarde vraiment ce paysage? Parce que il va y avoir beaucoup de personnes qui sont préoccupées par les pensées qu'ils ont dans leur tête. Par exemple, là, mon petit frère face au paysage, imaginaire certes, son cerveau va imaginer des volcans à la place des collines. Bon, c'est un peu exagéré, mais étant donné que c'est un enfant, c'est courant que les enfants se disent « Oh, regarde là-bas quelque chose », alors que ça n'existait pas. Mais c'est parce que le cerveau va jouer des tours par rapport à ce qu'on pense au moment présent, en regardant un paysage. Déjà, qu'on enlève certains détails et qu'on enlève certains éléments, qu'on met les détails sur le coup, mon petit frère a carrément rajouté des volcans. Des volcans au lieu des collines, ça n'a pas de logique, franchement. Et ça montre vraiment à quel point le paysage, c'est un élément extérieur, donc notre cerveau est libre de le modifier tel qu'on veut. Donc on rajoute au final notre touche personnelle sur ce qu'on voyait déjà de l'élément qu'on accordait déjà. Donc on le voit, on l'interprète, il rentre, et notre cerveau va l'imaginer, enfin va le modifier après, il va le retoucher. C'est comme t'as ton téléphone, prends une photo. Là déjà, selon le réglage que tu auras fait, la photo va être différente d'une personne à une autre. Sauf qu'après, la photo, elle va être modifiée par la personne, enfin par l'appareil. Et là, elle va être encore plus différente parce que ça va être ton cerveau qui va modifier l'image qui était prise par ton téléphone. Et ça va être totalement différent de la réalité. Et par rapport à cette idée, tu as pris la photo, les éléments de tes préoccupations vont changer l'image de tous les détails que tu as pris. Et en plus, même si tu essayes de décrire exactement tout le paysage que tu vois pour que ce soit exactement pareil, ce ne sera pas du tout pareil. Non, faut pas croire que parce qu'on décrit quelque chose, comme on le voit, que c'est vraiment comme la réalité. Parce que la réalité n'a pas de sentiment, d'opinion. Parce qu'on va mettre une opinion dessus. À partir que l'image est en extérieur et qu'elle rentre dans nous et qu'elle est ressortie, ça va être passé par une opinion, par une manière de voir les choses. Et donc, elle va être transformée. Par exemple, pour moi, si je vais être face à un paysage, je vais le voir, et si j'essaie de vous le décrire, je vais obligatoirement le modifier, rajouter plus de dégradés de couleurs, plus de végétaux, parce que j'adore les végétaux. Au final, le paysage, il n'est qu'un terrain d'imagination. Donc, pour regrouper un peu ces deux idées, on arrive à la troisième, qui est le paysage est à l'image de soi. En fait, c'est ce que j'ai représenté. Parce que les deux dessins là, que tu peux voir, là, le premier, il montre, tu vois vraiment
le visage de la personne là, c'est un autoportrait. Donc le paysage que je vois moi tel qu'il est décrit, c'est, il est à l'image de moi, les contours de paysage, les caractères, toutes les formes vont par rapport à ce que je suis. Par exemple, il va avoir plus de ronds, d'ovales, alors que là c'est des pics, des ronds de partout, ça va être plus délicat et plus les traits vont être plus féminins. C'est parce que mon caractère est plus féminin. Alors que celui de mon petit frère, euh, il va être, ça c'est un peu spécial parce qu'il va être entre les deux. Ses traits sont entre le rond angélique d'un enfant et les triangles qui sont un peu enfin, la force enfin, d'un homme qui va devenir. Donc il est en train de grandir et ça se voit par les formes de son visage, donc par la forme de la manière dont il voit le paysage. Ah, c'est complexe, hein, je suis d'accord. Je suis partie loin. Et donc, le paysage est à l'image de soi. Soit aussi, du coup, les choses, quand on les voit telles qu'on a envie de les voir. C'est-à-dire que notre cerveau, quand on va interpréter quelque chose, on va... Ce n'est pas un hasard si on prend quelques détails plus que d'autres. Parce que les détails qui vont ressortir, ça va être ce qui nous reflète, ce qui nourrit notre ego, ce qui nous fait vibrer. Donc quand on va regarder un paysage, enfin, quand je dis vibrer, c'est-à-dire dans les deux côtés, ça peut être dans le négatif ou dans le positif. Par exemple, s'il y a plein d'arbres, une immense forêt, alors moi, je vais être au comble de... ça va être merveilleux, quoi. Je vais voir les reflets, tu vas voir, je vais décrire exactement tous les reflets, toutes les particularités des feuilles de chaque arbre, les branches fines et tout, parce que j'adore les arbres. Alors que quelqu'un d'autre qui déteste la nature, il va montrer l'écorce, les petits insectes qui se faufilent, j'en sais rien. Ça va dépendre de soi, c'est-à-dire que on va voir le paysage selon ce qui nous reflète, ce qui nourrit notre ego. Et là, sur le paysage, sur mon œuvre, euh, ça se voit encore une fois par l'élément de la colline du volcan de mon petit frère. C'est parce que pourquoi son cerveau n'a pas fait clic pour enlever ces volcans. C'est parce que ça lui montre le fait que le volcan explose parce qu'il a fait plein de calculs, parce qu'il y a plein de petits chiffres en dessous, si tu avais vu. Euh, Ça lui montre en fait qu'il a fait des efforts en maths, qu'il est bon dedans et du coup ça nourrit son ego au final. On revient et en conclusion, le paysage est à l'image de soi, ce qui nous reflète et ce que l'on est. Donc chaque paysage, tout le monde qui va voir face à un même endroit, sur la même terre, on, on va voir tous une chose différente. Le paysage, il va être pris selon les détails qui nous reflètent, et après, il est totalement transformé par notre imagination, par ce que l'on est, par notre vision des choses. Et au final, on est tous dans un monde différent. Et c'est la complexité du paysage que j'ai voulu faire ressortir dans mon œuvre. Donc, maintenant qu'on a vu toutes les pensées qui sont liées au paysage, le premier mot-clé de mon œuvre, on va passer au deuxième mot-clé super important. Alors là, c'est un peu plus technique, c'est par rapport à l'immensité. Parce que le fait qu'on ait mis plusieurs points de vue, déjà, ça montre à quel point le paysage est immense. Et il est encore beaucoup plus immense parce que c'est comme si tu avais plein de mondes parallèles dans un même paysage. C'est énorme! Là, on va passer au côté technique. Enfin, pour le mot immensité, c'est la perspective donne un effet de profondeur. Là, je détaille, enfin, c'est pas vraiment dans le côté psychologique, mais plutôt dans la manière dont j'ai réalisé la construction. Pour donner l'impression d'immensité, faut que notre regard soit tiré par un point. Par exemple, là, on est plus attiré parce qu'il y a vraiment un point de lumière au fond. Il y a
il y a un dégradé, enfin ça va du plus clair au plus foncé, un peu pour tout. Et ces traits de perspective qui se joignent dans un, dans un point fixe, au fond, dans un point de fuite, on l'appelle, bah, cette technique, elle permet d'amener notre regard et d'avoir l'impression que c'est immense. C'est une deuxième stratégie que j'ai utilisée, c'est de faire que les objets, enfin, c'est la stratégie des plans, c'est les objets proches, enfin, les boules, ils vont être beaucoup plus grandes que les objets qui sont dans le score. Cette boule-là, elle remplit beaucoup, beaucoup de parties de mon dessin, de la surface du dessin bidimensionnel, alors que ici, il y aura d'autres boules, mais qui vont être vraiment toutes petites. Et là-bas, c'est vraiment que des points. C'est... Donc, le système de plan, de mettre de gros points, des grands points tout près, et puis après des petits, ça donne un effet que le monde est immense comme on n'a jamais fini. En plus du fait que c'est un monde parallèle, une infinité d'interprétations d'un même paysage. Donc, pour la deuxième idée d'immense, c'est maintenant qu'on a fait comme technique, on va faire un côté un peu psychologique, enfin, je sais pas comment le dire. C'est que l'immense existe uniquement parce que le petit existe. Enfin, ça paraît logique. Parce que si on veut montrer que quelque chose est grand, il faut qu'on puisse se ressentir petit. Parce que quand on se sent petit, on voit les choses beaucoup plus grandes, immenses autour de nous. Et c'est cette impression qu'il a fallu que je fasse ressortir dans ces dessins. Et le fait de faire, de avoir notre visage dans l'interprétation des paysages en monde parallèle, ça permet de montrer que nous sommes constitués de ronds. Et ces ronds, ce sont les atomes qui constituent l'être, enfin, en bien la physique, là. Enfin, à l'échelle vraiment moléculaire. Ça permet de montrer que nous sommes vraiment tous des points constitués de points. Donc on se sent plus petit. Enfin, ce message, il est peut-être un peu dur à capter si on n'analyse vraiment pas l'œuvre, mais au niveau de l'inconscient, à mon avis, quand on regarde l'œuvre, notre inconscient, il comprend que les points nous constituent et ils sont reliés entre eux. Enfin, chaque atome est relié et forme ce que nous sommes. Donc, la deuxième idée, c'est que l'immense existe pas uniquement parce que le petit existe, c'est parce que une fois qu'on se voit petit, une fois qu'on sait qu'on est constitué de petit et qu'on est petit, il faut élargir et montrer que le monde est immense. Parce qu'une fois qu'on se sent petit et qu'on montre un truc encore plus immense, on va se sentir encore plus petit et voir les choses encore plus immenses, et etc. Donc, pour montrer que le monde est immense, c'est au niveau des couleurs que je joue. Parce que vous avez vu, les couleurs sont vraiment différentes. Ils sont, le vert, on passe du marron au bleu. Mais c'est pas un hasard, parce que le bleu, le noir, le violet et l'effet de blanc pour tous les traits, ça nous fait penser inconsciemment aux couleurs de l'univers. Du coup, on retourne, c'est comme si on regardait le ciel avec tous ces astres, et que du coup on va se sentir encore plus petit, parce que nous, on n'est qu'un point constitué de points dans un univers constitué de points. Donc au final, on se sent vraiment tout petit et on sent vraiment le monde immense. Et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans cette œuvre. Donc, The Immensity of a Landscape, on a vu là maintenant comment je voyais un paysage et comment j'ai fait ressortir l'immensité. On va passer
le symbolisme en fait de chaque étape de l'animation. Parce qu'on a vu comment sont construits les 4 dessins qui forment l'animation. Et maintenant, il faut faire un lien entre eux. Et comment... je vous amène à réfléchir par rapport à ça. Si vous avez réfléchi, évidemment. Donc, la première étape, c'est le paysage du départ. On va avoir le dessin qui va venir s'avancer progressivement pour nous laisser le temps de le voir. Ça permet de montrer ma vision, parce que le fait que ce soit moi d'abord, ça montre que c'est un autoportrait, donc c'est ma vision du monde. Ça permet de débuter et de montrer que c'est moi qui regarde, qui voit les choses de cette façon. Au moment présent, ça se trouve demain, je ferai les choses totalement différentes. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Ça, c'est la première étape. Après, on a la deuxième, c'est la transformation du paysage en une autre réalité. Enfin, ça veut dire que on va passer de mon paysage à moi au paysage moléculaire. Vous savez, là, celui-là, c'est le même, il va se transformer. Et cette transformation, elle a un sens. Enfin, cette transformation montre, permet de mettre un doute, en fait, de se dire, ah la vache, je croyais que mon paysage c'était vrai, mais en fait, si je regarde les choses différemment, si j'utilise mon deuxième œil, l'œuvre, elle va être vraiment totalement différente. On va avoir des atomes, on va revenir à l'échelle physique, les couleurs, ils vont être inversés, ils vont passer à un bleu, mais le fait que ce soit inversé, ça montre que ce qu'on voit n'est pas la réalité. Parce que si on pense encore en physique, il y a les rayons lumineux qui vont venir vers un objet. Il y a une partie qui va être absorbée, qui vont caractériser l'objet, et une partie qui va être réfléchie. Et cette partie réfléchie, c'est celle qu'on voit. Et celle qu'on voit, elle est fausse, parce qu'elle ne caractérise pas l'objet. L'objet n'est pas de cette couleur, parce qu'il est de la couleur des rayons qu'il a absorbés. Nous, on voit les rayons réfléchis. Donc, là, mon but, c'est de montrer les vrais objets qui sont, si on les voit tels qu'ils sont, et non en utilisant un seul œil. Enfin, faut voir un état physique. Après, on passe à la troisième étape, c'est quand le paysage, il devient à l'échelle moléculaire. Ça permet de montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est constitué de boules, on a plein de boules, tous les traits s'effacent, t'as tous les atomes, et ça permet de montrer qu'on est constitué de boules et de vide, tout comme les planètes et l'espace. Ça fait déjà un petit lien avec l'immensité. Après, la quatrième étape, c'est le déplacement de la matière. Oui, après, il y a les boules qui se mettent à tourner, à se déplacer. Ça montre que la réalité est en constant mouvement. Il bouge tout le temps. Et après, il y a le Big Bang. Et ils vont se condenser. Pour la cinquième étape, le Big Bang, la matière va se commencer, en fait, elle va exploser. Ça permet de refaire un lien avec l'idée de base. Ça nous amène, en fait, progressivement à rentrer comme si on était dans l'univers. Du coup, on se ressent encore plus petit et on revoit l'immense. Mais ce Big Bang, il est aussi utilisé comme transition entre une vision et une autre. Ça montre que c'est pas du tout la même chose et qu'on voit les choses différemment. Donc, après, on passe à la sixième, qui est du coup la reformation d'un paysage à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire qu'il y a les boules qui vont se remettre, à des places. Et ça va construire du coup la septième étape où on va voir le nouveau paysage qui va être le paysage du coup de mon petit frère. Et après, à la huitième étape, on a encore un Big Bang. Avec un QR code cette fois qui montre encore un nouveau monde parallèle parce que les formes des atomes étaient rondes alors que le QR code sont carrés.
et rond, carré, c'est différent. Ça montre enfin une dimension parallèle. Et cette dimension parallèle, si on revient à l'échelle, on revient sur la réalité, on a l'œuvre qui est un NFT. Et si on lit les QR codes, on arrive sur sur l'explication, enfin, sur l'article. Donc, c'est une dimension parallèle qui contient plein d'informations. J'ai pas fini, Angel. Non, j'ai pas fini. T'attends. Maintenant qu'on a expliqué les deux mots-clés qui étaient l'immensité et le paysage, qu'on a fait une relation et qu'on a détaillé toutes les étapes de l'animation, on va voir enfin quel choix j'ai fait des matériaux du support. Donc, comme c'est une animation, vous vous doutez que c'est pas en papier. Eh bien, pourquoi j'ai choisi de faire une œuvre numérique? On a tendance à dire qu'une œuvre est uniquement en papier, en peinture et tout ça, mais en numérique, on a beaucoup plus le choix. Les temps ont changé. On n'est plus au temps du crayon et des papiers. On a des outils qui nous permettent d'animer un dessin, de le rendre vivant. Notre palette de choix s'est augmentée. Alors pourquoi rester bloqué sur une ancienne méthode? Quel effet ça donne aussi le format de mon œuvre? Parce que The Immensity of a Landscape est en numérique. On le sait déjà. Mais j'ai décidé de le créer, de faire un format qui est à peu près, enfin, de la taille d'un écran. Enfin, du coup, puisque maintenant, si vous regardez dehors, presque tout le monde est sur son téléphone et voit le monde à travers l'appareil, à travers son téléphone. Alors, j'ai décidé de faire mon paysage dans le téléphone aussi, pour qu'il puisse être vu et pour qu'on puisse se reposer la question de comment on interprète un paysage, de ce qu'il est et comment on le modifie, comme ça, comment on le transforme en un plateau d'imagination. Maintenant que vous savez vraiment toute ma pensée, tout ce que j'ai réfléchi par rapport au sujet d'art plastique, qui consistait à faire, je le rappelle, un projet qui montre l'immensité et l'étendue d'un paysage. Je vous remercie énormément d'avoir vu, non seulement pour vous, parce que ça permet de se réveiller un peu, de se poser des questions par rapport à quelque chose qu'on voit tous les jours. Là. On parle là de la manière dont on voit le monde, la manière dont on voit l'immensité du paysage. Et ça permet de nous remettre sur Terre. Donc je vous remercie surtout, juste de l'avoir regardé, c'est déjà pas mal. Et je vous dis à une prochaine œuvre d'art.